Alors, moi, j'ai vécu 5 ans avec un homme. Donc au départ, je suis tombée amoureuse, il y a eu une belle histoire d'amour, j'ai cru au prince charmant et au bout de quelques mois, il y a les premières violences psychologiques qui ont apparu, la première gifle au bout de 4 ou 5 mois et mon erreur, ça a été de pardonner la première gifle. Quand il est rentré, j'ai entendu la porte claquer, il a fait beaucoup de bruit, je me suis levée. On s'est disputé, je lui ai demandé de quitter l'appartement, d'aller dormir chez sa mère parce que j'en pouvais plus. Et là, voilà, les insultes sont parties, il m'a bousculé, il m'a coincé le bras. J'ai repoussé, je me suis dit ça sert à rien. Je suis repartie dans la chambre de ma fille, m'allonger à côté d'elle. Et là, il est arrivé, il m'a soulevée, je suis tombée par terre, je me suis écrasée sur sa table de chevet, puis là, il m'a étranglée. Voilà, je vais te tuer. Et là, j'ai senti que sa détermination, que si je sortais pas de l'appartement, enfin là, cette fois que j'allais mourir, je me suis débattue de toutes mes forces, j'ai réussi à le pousser. Et voilà, et je suis arrivée devant la porte d'entrée, j'ai essayé d'ouvrir la porte et la porte était fermée à clé. Donc je me suis dit, je vais sauter par la fenêtre. Et c'était trop tard, en fait, il est arrivé dans l'entrée et puis j'avais plus de force avec tous les étranglements que j'avais subis. Et là, du coup, il m'a éclaté la tête contre le mur à plusieurs reprises, il m'a fait tomber et puis il était à califourchon sur moi, il a continué à m'éclater la tête par terre et après il m'a serré la gorge, il m'a étranglée. Et là, pour moi, je me suis dit c'est bon, je vais mourir quoi. De toute façon, j'avais plus de force. Et là, du coup, il y a un miracle qui s'est produit, les voisins ont frappé à la porte. Il s'est levé. Et il est parti s'enfermer dans la chambre de ma fille. Et après, je sais que les voisins m'ont dit qu'il y a eu un long moment avant que j'ouvre la porte parce qu'on avait un double des clés dans le buffet. J'ai rampé. J'étais complètement désarticulée. J'ai rampé pour aller chercher la clé. Et après, j'ai réussi à aller jusqu'à la porte, à l'ouvrir et je me suis effondrée. Et là, mon ex-conjoint, il est sorti. Et mon seul souvenir, c'est que le voisin voulait un peu lui casser la figure et sa femme l'en a empêché. Et il lui a demandé mais qu'est-ce que t'as fait? Et puis mon ex-conjoint il a rigolé, c'est le seul souvenir que j'ai. Et ensuite il est parti. Lui il a été arrêté peu de temps après, peut-être une demi-heure, 1 heure après, il a été placé en détention provisoire et j'ai déposé plainte. Et en fait c'était inattendu ce qui s'est passé. Le 14 février 2019, mon ex-conjoint a été libéré en attente de son procès. J'avais peur, j'étais terrorisée. De toute façon, il m'a toujours dit si je vais en prison, t'es morte. Je te retrouverai, t'es morte, je te crèverai les yeux, ta fille, tu la verras plus. Et puis je comprenais pas pourquoi il était libéré avec ce qu'il avait fait, 5 années de violence conjugale, il avait failli me tuer sous les yeux de ma fille. Je comprenais pas comment on pouvait libérer un homme dangereux et surtout sans bracelet électronique. Et en plus, ne même pas vérifier son lieu de résidence, puisqu'il a été vu en plus à plusieurs reprises en région parisienne. Mon avocate m'a dit que ma parole ne suffisait pas et qu'il fallait des preuves. J'ai dû engager un détective privé. Donc j'ai dû payer de ma poche une personne pour faire le travail de la juge d'instruction. Mais en fait, on ne se rend pas compte, si vous voulez, quand vous mettez un pied dans la justice, vous ne savez jamais quand est-ce que vous enlevez votre pied. Et ça coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que quand la juge d'instruction, elle a relâché mon ex-conjoint, mais là, ça a été la descente aux enfers financièrement. Heureusement que j'ai eu mes parents, ceux après qui ont pris la relève. Je veux dire, j'ai un coût de frais d'avocat de plus de 55 000 euros. Il a multiplié les demandes de mise en liberté. Donc toutes les semaines, vous êtes obligé de monopoliser un cabinet, un avocat, une bonne partie de la journée. À côté de ça, il y a les soins médicaux. Entre ma fille et moi, avec les psychiatres, j'en avais pour presque 1 500 euros par mois. Et là, du coup, j'ai fait la connaissance sur les réseaux sociaux. J'avais vu des vidéos d'une femme qui s'appelait Sophia, une féministe très engagée. Je lui ai envoyé un message parce que j'étais désespérée. Elle m'a dit, si tu veux, je vais t'aider. On peut essayer de faire... Enfin, elle était choquée de mon dossier. On va essayer d'aller sur les réseaux sociaux. Et elle m'a parlé de Twitter. Moi, je connaissais pas trop, je savais pas trop m'en servir. C'est vrai que la justice ne doit pas se rendre sur les réseaux sociaux, mais quand elle se rend nulle part, on la rend où, la justice? Et j'ai pensé le pour et le contre. Et je me suis dit, entre tweeter ou mourir, en fait, c'est quoi? Et en fait, ça a fait effet boule de neige. Et 1 semaine après, il a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions que mon avocate et moi on dénonçait depuis 2 mois et demi. Donc les réseaux sociaux, Twitter, m'ont sauvé la vie. On attend beaucoup d'un procès aux assises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivée au procès aux assises en 1000 morceaux. Et j'ai été interrogée dès le premier jour et ça s'est mal passé. Je ne m'attendais pas à autant d'humiliation. Tout était de ma faute, en fait, si vous voulez.
Ça va, c'est bon, il l'a bousculé. Madame, elle était jalouse parce que mon ex-conjoint, il découchait souvent. Donc, il disait, regardez, elle lui envoyait des textos. Je me suis même énervée le mardi matin, mais je leur ai dit stop. D'ailleurs, stop. Là, vous êtes tous en train de justifier des violences conjugales parce que je demande à mon conjoint où il était la nuit et quand il rentre, il me saute dessus, il me frappe. Le quantum de la peine, 8 ans, je l'ai trouvé léger. Pour une tentative de meurtre, il encourait la perpétuité. Et l'avocate générale avait demandé, alors ça m'a redonné un peu d'espoir, elle avait demandé la déchéance des droits parentaux. Elle avait tout compris et vu qu'il était tard, le président a dit qu'il rendrait sa décision une semaine après. Et c'est surtout cette décision que j'attendais. Une semaine après, j'ai eu le verdict et il me l'a refusé en disant que cette nuit-là, ça ne remettait, la tentative de meurtre ne remettait en aucun cas en cause ses qualités de père. Ça m'a détruite. Donc du coup, j'ai dû encore me battre, faire appel avec mes avocates. Et l'avocate générale a aussi fait appel de cette décision. Mais c'était encore un combat, j'étais en 1000 morceaux après le procès aux assises. En fait, moi, ce que je demande, c'est l'application déjà du code pénal, tout simplement. Aujourd'hui, on prononce des peines qui ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits, de protéger les enfants. Les enfants ne sont pas protégés. Parce qu'il y a un pan encore de la magistrature qui estime qu'un homme violent aussi peut être un bon père. Et dès la première gifle, dès le premier coup, ces hommes doivent être sanctionnés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Combien de plaintes sont classées sans suite? Combien de rappels à la loi? Combien de sursis? En fait, il y a tellement d'impunité envers ces hommes.